Bonjour à tous, bienvenue dans notre huitième webinaire de ce cycle sur la renaturation en Île-de-France. Je me présente aujourd'hui à vous, je suis Claire Wex, écologue au sein de l'Agence régionale pour la biodiversité en Île-de-France, département biodiversité de l'Institut Paris Région et j'ai le plaisir aujourd'hui donc de vous accompagner pour l'animation de ce webinaire, huitième webinaire sur le thème de la renaturation des milieux aquatiques et des zones humides. Donc comme vous le savez, en fait, nous avons, lancé depuis, le début du mois de janvier, un cycle de webinaires sur la renaturation en Île-de-France. L'objectif étant de créer une culture commune, de partager des retours d'expérience, des conseils techniques pour aider et favoriser l'émergence de projets de renaturation sur, notre territoire, francilien. Donc si vous n'avez pas pu participer aux 7 premiers webinaires, je vous rappelle qu'ils sont tous disponibles en replay sur le site internet et la page dédiée de l'Institut Paris Région. Donc aujourd'hui, je le reprécise, mais donc nous allons parler de la restauration des milieux aquatiques et des zones humides. Pour ce faire, ce matin, j'ai à mes côtés donc Christelle Duval, chargée d'études au sein de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, Alice Duquesnoy, chargée de biodiversité à la communauté d'agglomération Marne et Gondoire, et Éric Chanal, directeur du SIAH, que je remercie vivement pour leurs réponses positives et leur accompagnement à mes côtés sur cette matinée. Sans plus attendre et avant de laisser la parole pour un propos introductif à notre présidente, Madame Sophie Deschiens, également présidente du nouvel établissement Île-de-France Nature, je veux juste vous rappeler les petites consignes d'utilisation de notre outil visio pour ce matin. Donc, vous avez l'onglet conversation en haut à gauche, illustré par le petit icône, un message que vous connaissez, qui constitue le chat pardon, et l'outil également pour poser vos questions. Donc, sur cet outil, vous pouvez discuter entre vous, partager, échanger des idées, des points de vue, poser vos questions aux intervenants qui seront relayées à l'oral par moi-même à l'issue des différentes présentations. Et enfin, vous rappelez donc que ce webinaire est enregistré et que le replay sera mis à disposition, dans les plus brefs, délais sur les sites internet, dédiés. Je laisse donc la parole pour, cette introduction à, madame la présidente Sophie Deschiens et je vous retrouve, juste après pour, la mise en contexte. Sophie, c'est à vous. Merci Claire. Eh bien, bonjour à tous. Merci Claire pour ce propos introductif qui a bien rappelé quelles étaient les raisons de ce cycle webinaire La renaturation d'Île-de-France. Très brièvement, je vais vous rappeler quels ont été les sujets abordés précédemment pour que vous ayez bien la connaissance du spectre de l'ensemble de ce que nous avons souhaité apporter à nos adhérents. Donc, le premier webinaire avait pour objectif, en fait, de revenir réellement sur qu'est-ce que la renaturation, son concept, sa définition. Le second était l'occasion d'aborder la renaturation sous un angle beaucoup plus technique, notamment en prenant en compte ce que nous connaissons, hein, c'est-à-dire les nombreuses contraintes qui peuvent se présenter à nous, notamment au milieu urbain dense. Nous avions ensuite abordé les solutions fondées sur la nature et comment la renaturation pouvait s'inscrire dans ce vaste champ d'action. Ensuite, nous avions eu un webinaire consacré aux friches, puisque là aussi, il y a des stratégies possibles pour les intégrer dans les politiques de renaturation. Ensuite, nous étions sur le potentiel de projets partagés de mise en valeur écologique, paysagère et de mobilité douce de grands territoires permettant de reconnecter les habitants aux vivants
notamment dans le cadre de la démarche projet pilote pour une métropole nature, donc cette démarche qui est portée donc par l'Institut Paris Région. Le 6e webinaire souhaitait montrer comment la renaturation et plus largement la nature en ville est un levier important pour l'amélioration du cadre de vie dans les quartiers en politique de la ville. Et enfin, le dernier webinaire avait montré comment la renaturation est un outil de la restauration de la trame verte et bleue, à la fois en milieu urbain et rural. Donc, comme l'a dit Claire, tous ces replays tous ces webinaires sont disponibles en replay sur le site de l'Institut Paris Région. Et aujourd'hui, donc, nous sommes sur la renaturation des milieux aquatiques et humides. Comme vous le savez, la plupart des cours d'eau ont fait l'objet de nombreuses interventions humaines qui ont altéré leur fonctionnalité, entraînant une augmentation du risque d'inondation lors d'événements pluvieux extrêmes, ce qu'il se passe actuellement dans le Pas-de-Calais. On est, voilà, l'illustration. Nous savons que, bien sûr, dans le cœur de notre région Île-de-France, qui présente des kilomètres de berges artificielles, notamment le long de la Seine, nous l'avons déjà vécu, des grandes inondations, et nous pouvons être amenés, bien sûr, à en connaître, c'est une évidence, avec tous ce phénomène de ces changements climatiques. D'où la nécessité de renaturer les cours d'eau existants, les reméandrer, les réouvrir dans certains cas, et également, bien sûr, de restaurer les zones humides, ce qui est un enjeu majeur pour notre territoire. Voilà ce que nous allons aujourd'hui évoquer avec vous. Je suis heureuse de constater que vous êtes toujours aussi nombreux, et je passe immédiatement la parole à Claire, qui va donc revenir sur le déroulé. Bon webinaire à toutes et à tous. Merci Sophie pour cette introduction. Je m'empresse de partager mon écran avec vous pour rentrer le plus vite possible dans le vif du sujet. Je vais juste m'attarder quelques minutes pour une remise en contexte et les enjeux de renaturation en lien avec les milieux aquatiques et les zones humides. L'objet de la présentation aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans le détail des facteurs de perturbation qui nous ont conduits à cette artificialisation et cette dégradation considérable des milieux aquatiques et humides, mais juste de rebalayer un petit peu ensemble, et c'est le parti pris que j'ai fait aujourd'hui, les enjeux et les espèces, services écosystémiques rendus et inféodés à ces milieux aquatiques, puisqu'à travers la renaturation de ces 10 milieux, c'est la restauration et la réhabilitation de ces fonctions et de leur capacité d'accueil en matière de biodiversité qui vont être restaurées. Donc juste pour revenir sur, la biodiversité qui est abritée par les milieux aquatiques et humides, à l'échelle de la région Île-de-France, ils représentent à peu près 3 de la superficie, régionale. Néanmoins, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a perdu près de 50 de leur surface, en l'échelle du dernier siècle. Si on rapporte en fait la surface des milieux, aquatiques et humides, si on rapporte pardon leur surface à leur capacité d'accueil en matière de biodiversité, c'est la plus grande diversité, la plus grande densité d'espèces qui sont représentées sur ce type d'habitat. On compte à peu près au niveau de la région Île-de-France aux environs de 4 500 kilomètres de cours d'eau dits permanents, incluant les masses d'eau de type canal, et de l'ordre de 4 000 kilomètres de cours d'eau de nature intermittente.
Donc, juste pour revenir un petit peu par taxon, pour ce qui concerne l'avifaune, on a près de 30% des espèces d'oiseaux qui nichent en Île-de-France qui sont entièrement et intégralement dépendantes des milieux aquatiques et plus de 50% d'entre elles sont menacées. Donc, l'état de conservation de leur habitat de prédilection, que ce soit les roselières, les prairies humides ou encore les marais, est très souvent en fait jugé défavorable en Île-de-France en raison de leur très petite taille, donc elles sont de superficie réduite et extrêmement morcelées, donc qui ne bénéficient plus de corridors écologiques pour mettre ces réservoirs de biodiversité entre eux. Et donc c'est ce qui constitue la disparition et le déclin considérable de ces espèces. Donc la taille des zones humides, je l'ai dit, étant relativement petite, des aménagements de renaturation et de restauration à l'échelle du site et à l'échelle du réseau de sites permettraient à nouveau d'augmenter les capacités d'accueil des oiseaux migrateurs ou encore des limicoles, ces espèces strictement inféodées au milieu aquatique. Concernant la flore, on a plus de 30% des espèces menacées et 31% des espèces éteintes qui sont strictement inféodées au milieu aquatique et humide. Compte tenu donc des fortes pressions qui pèsent sur ces milieux, les espèces qui sont spécialistes des milieux aquatiques sont plutôt rares et elles tendent encore néanmoins, pour celles qui persistent, à avoir un statut de conservation qui fait d'elles des espèces patrimoniales. Là encore une fois, les modifications de régime hydraulique, la canalisation, chenalisation des cours d'eau, l'assèchement des zones humides et des marais constituent les principales menaces qui ont pesé et qui pèsent malheureusement encore sur la flore associée à ces milieux aquatiques et humides. On ne peut pas parler des milieux aquatiques et humides sans parler des peuplements piscicoles. La région Île-de-France constitue donc un fort enjeu en termes de poissons migrateurs. Donc, contrairement aux 2 slides précédentes qui vous ont été présentées pour lesquels les résultats s'appuient sur des protocoles de sciences participatives, sur la suite des taxons qui sont présentés et que je vais balayer, on ne dispose pas en fait de ces protocoles et donc les constats qui sont faits relèvent plus d'observations opportunistes et d'analyses sur le temps un peu plus long. Donc pour parler des peuplements piscicoles, ils font face à de grandes contraintes, qui ne sont pas toujours que du ressort régional. Effectivement, à des échelles, plus locales et plus spécifiques, les altérations, sont strictement, liées au contexte, francilien, mais d'autres non. Il faut bien imaginer que, les cours d'eau, les milieux aquatiques ne connaissent pas, les frontières, administratives et donc tout ce qui peut être, lié à la pollution, des eaux, peut aussi provenir, du bassin versant, en amont. Donc cette dépollution des eaux, l'artificialisation des fleuves, les nombreux obstacles, à l'écoulement ont considérablement altéré les populations de poissons et spécifiquement les populations de poissons migrateurs. Néanmoins, on peut quand même, au vu des améliorations et des efforts qui sont faits en matière de renaturation, attendre le retour de certaines espèces migratrices telles que le saumon atlantique ou encore la grande alose pour les prochaines années. En dehors de ces poissons migrateurs très emblématiques, il ne faut pas oublier ce qu'on peut appeler aussi pour la biodiversité terrestre, pardon, des espèces plus sédentaires dont le cycle de vie est strictement lié aux eaux douces. On pense notamment au brochet, qui est une population dont le déclin a été conséquent, notamment dû à l'assèchement et au drainage des zones humides qui constituent leur zone de reproduction. Certaines espèces font l'objet de protections spécifiques à travers la constitution du réseau Natura 2000. C'est par exemple le cas de la lamproie de plein air ou le chabot. Et juste pour vous en parler aussi, l'ARB Île-de-France, associée à un comité d'experts, a travaillé et travaille encore à la publication donc, de la liste rouge régionale des poissons d'eau douce d'Île-de-France, documents et fascicules à paraître dans le premier semestre de l'année 2024.
Problème de slide. C'est bon, tout va bien. Pour poursuivre donc, sur une note un petit peu plus positive, quand même, on a effectivement un constat qui est, sans appel par rapport au déclin de la biodiversité associée au milieu aquatique. Néanmoins, des efforts sont faits et je le disais là, en termes de préservation, des milieux aquatiques et humides. La sensibilisation, commence à faire ses fruits, à porter ses fruits, pardon, et on a pu quand même localement commencer à voir, des améliorations et le maintien d'un certain nombre d'espèces indicatrices d'intérêt communautaire à l'échelle européenne pour certaines. Certaines font, l'objet donc de la désignation de sites Natura 2000, dits cours d'eau. Je pense notamment, à cette moule d'eau douce, donc la mulette épaisse qui est en danger à l'échelle mondiale et que l'on retrouve sur 4 rivières, en Île-de-France. Également, on peut avoir à l'esprit les populations d'écrevisses à pattes blanches qui sont encore relativement relictuelles, sur une petite dizaine de stations, en Île-de-France. Ça ne veut pas, on va faire différemment à chaque fois. Donc pour, mettre aussi un petit peu l'accent sur, les milieux dits humides et notamment, les mares, une étude donc menée par, la Société nationale pour la protection de la nature a permis d'identifier pas moins de 30 000 mares à l'échelle de la région Île-de-France, relativement de petite taille en général et situées principalement en secteur, forestier. Néanmoins, il existe aussi des mares en milieu agricole qui tendent à décliner car elles sont parfois comblées, enfin elles subissent aussi, les altérations, qu'on peut leur connaître, par ailleurs, donc de comblement pardon ou d'assèchement. Sur ces mares, on retrouve, des amphibiens, et des reptiles. Pas moins de 16 espèces d'amphibiens sont dénombrées sur la région Île-de-France et 2 espèces de reptiles qui sont strictement inféodées au milieu aquatique, à savoir la couleuvre à collier et la couleuvre, vipérine. Donc la préservation et la protection donc des milieux aquatiques, elle est relativement, primordiale pour assurer le maintien d'une ressource en eau, de qualité. Les milieux aquatiques remplissent des services écosystémiques. Le premier du nom, j'ai envie de dire, c'est le service d'approvisionnement puisque, la consommation d'eau potable est intimement liée à la ressource en eau disponible dans les milieux naturels, que ce soit les eaux de surface et ou, les eaux souterraines pardon, disponibles dans les aquifères. Hem Et les milieux aquatiques donc, ont également remplissent un service, de régulation, donc sur les phénomènes, climatiques et l'atténuation des risques naturels. Madame, la présidente en parlait en introduction sur, la diminution du risque inondation, sur, également, l'atténuation des phénomènes, de phénomènes d'étiage, très marqués à travers les capacités de stockage et de restitution en fait des, milieux humides, associés aux cours d'eau. Et enfin et non des moindres, une fonction et des services, qu'on qualifie de culturels, donc puisque les milieux aquatiques peuvent être un support, de loisirs, de détente et améliorent, le cadre de vie et les paysages. Donc juste pour faire un petit focus, très bref sur les services rendus et les fonctions, des milieux aquatiques et humides un petit peu plus en détail, on voit illustré sur ce graphique tous les services, rendus par les milieux aquatiques eux-mêmes, les milieux rivulaires et les milieux humides, associés. Donc, les liens et les interactions entre le cours d'eau et la nappe phréatique, je l'évoquais tout à l'heure par rapport aux services d'approvisionnement et aux prélèvements qui sont faits pour, l'alimentation en eau potable, des populations. Un service de régulation donc, dans la pollution puisque, les milieux, aquatiques à travers la végétation qu'ils hébergent, ont une capacité d'épuration, de l'eau et donc continuent à abaisser en fait, les pollutions, qu'elles soient d'origine, organique ou même, chimique. On l'a vu à travers la biodiversité qu'elle héberge dans le panorama que j'ai pu dresser, en préambule, c'est un habitat, c'est
les hydrosystèmes sont des habitats donc spécifiques pour toute une faune inféodée et strictement liée. Les milieux rivulaires, comme les cours d'eau et les masses d'eau en elles-mêmes, constituent des corridors pardon, biologiques, et donc ils sont des éléments de la trame verte et de la trame bleue. Et puis les berges spécifiquement ont une fonction aussi de maintien, enfin la végétation pardon sur les berges ont une fonction de lutte et de préservation des territoires et des paysages contre les phénomènes naturels certes, mais d'érosion. Donc là, je l'ai déjà un petit peu balayé. Comme je le reprécise, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail des facteurs de perturbation et de pression, puisque je pense que vous êtes un public averti, et puis il y a d'autres supports et d'autres formations qui peuvent s'y prêter. Aujourd'hui, les enjeux de la renaturation des milieux aquatiques et humides, ça vient d'où? Ça vient des facteurs de dégradation, des pressions et des perturbations qui se sont appliquées depuis de nombreuses années sur ces milieux. On pense notamment à tout ce qui a trait à la pollution à travers les rejets domestiques, les pollutions, qu'elles soient accidentelles ou diffuses. Les altérations morphologiques qui sont très très vastes. Les cours d'eau ont considérablement été modifiés à des fins d'usage divers et variés, que ce soit pour la navigation, que ce soit pour le tourisme fluvial, que ce soit à tort pour tenter de réguler les flux et les débits pour évacuer au plus vite les inondations et diminuer l'aléa sur les territoires. Donc voilà, tout un tas de travaux, d'endiguement, de chenalisation, l'établissement d'ouvrages hydrauliques de régulation ont considérablement donc modifié la morphologie des rivières, perturbé les continuités écologiques, qu'elles soient longitudinales ou latérales. Je pense aux communications avec les berges, dégrader les habitats, fragiliser ces écosystèmes, et donc des écosystèmes, des hydrosystèmes qui ne sont plus fonctionnels, et donc qui ne peuvent plus remplir les fonctions qu'on a vues précédemment. Les prélèvements donc jouent également un rôle sur la fonctionnalité de ces hydrosystèmes, puisque que ce soit pour l'industrie et le refroidissement d'un certain nombre de process industriels, des quantités d'eau sont prélevées, certes relarguées à l'identique, mais avec une pollution thermique, puisque les eaux qui sont restituées au milieu sont en général plus chaudes. Et puis on a un prélèvement pour l'alimentation en eau potable qui est également fait, et donc on a une diminution des débits naturels des cours d'eau. À cela s'ajoute bien évidemment, puisque désormais on ne peut plus le contourner, les facteurs d'aggravation liés au changement climatique. Donc la restauration des milieux aquatiques et humides, par là, on entend communément les travaux qui sont réalisés sur les cours d'eau pour leur redonner leur fonctionnalité écologique. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, c'est ce qui va me permettre de faire la transition avec les interventions suivantes. C'est ce qui va être illustré en images et en exemples pour vous montrer que c'est possible. Ce sont des actions qui vont constituer au reméandrage, à la plantation, à la restauration de ripisylves, à la diversification des habitats, à la fois par de la recharge granulométrique, par la constitution de micro habitats, et puis sur les milieux humides, ça peut être des actions donc de réouverture de milieux à travers du déboisement quand il s'agissait de plantation de peupleraies, ou encore de suppression de drains pour remettre en eau un milieu qui aurait été donc asséché plus précocement. Voilà un petit peu pour cette remise en contexte. Je ferme le partage d'écran et j'invite immédiatement Christelle Duval à prendre la parole pour la suite de la présentation, et je vous propose qu'à l'issue de la présentation de Christelle, on fasse un petit point questions-réponses pour nos deux propos. Christelle, c'est à toi.
Bonjour, alors je vais faire mon partage d'écran. Christelle, Est-ce que ça fonctionne? Non, ça fonctionne Non, ça pas. fonctionne pas. Je vais Je me pense que charger. ça arrive. Je pense que ça arrive. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Chargement de votre. Par contre, il est en tout petit. C'est normal. Oui, donc Christelle Duval, chargée d'opération milieu à la direction territoriale Seine-Francilienne à l'agence de l'eau Seine-Normandie. Je vais commencer donc par planter le décor. Donc le bassin Seine-Normandie est vraiment un territoire sous pression. On a un cinquième du territoire, donc un peu plus de 20% du territoire français. Et on a aussi 18 millions d'habitants sur cette, donc une grosse pression humaine. Comme référentiel, on a par exemple sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, on va avoir pareil sur le même territoire à peu près 15 millions d'habitants. Et on va avoir un fleuve aussi qui a un débit annuel moyen de 500 mètres cubes par seconde, alors que par exemple le Rhône a un débit moyen de 1700 mètres cubes par seconde. Donc on a un effet dilution qui est moindre alors qu'on a beaucoup plus de pression. Comme c'est exprimé ici, on a 39% de l'économie nationale, donc avec toutes les pollutions que ça engendre. On a donc énormément de pression. Face à ces pressions, on a fait des efforts quand même, hein. Alors, ces efforts sont basés sur l'état des lieux 2019, basés sur ce qu'a investi l'Agence de l'eau entre 2013 et 2018. Par exemple, on a modernisé 2775 stations d'épuration. Donc, il y a eu un gros effort sur la pollution des cours d'eau. Mais il reste toujours un résiduel que la rivière doit assainir par elle-même. Aussi en termes de travaux sur les réseaux d'assainissement, on a aussi fait des travaux sur les cours d'eau. Il y a eu 3333 kilomètres de cours d'eau restaurés quand même. Il y a eu énormément d'efforts. Mais face à ces efforts, on a encore ces pressions qui ne cessent d'augmenter. Et donc, en 2019, on a fait un état des lieux pour voir quels étaient l'état des masses d'eau superficielles. En fait, 32% étaient en bon état. On a eu, depuis le dernier état des lieux en 2013, une augmentation de 8%. Face à tous les travaux qu'on avait faits, c'était quand même, bon, c'est bien, mais alors maintenant, si on ne fait rien, en fait, on va perdre en qualité, en fait. On s'aperçoit qu'on arrivera à peu près 18% de masse d'eau en bon état si on continue sur la même lancée. Là-dessus, donc, on a étudié quels étaient nos leviers sur quels facteurs on pouvait travailler le plus efficacement possible. Et on s'est aperçu que c'était sur l'hydromorphologie des cours d'eau. Donc, l'hydromorphologie des cours d'eau, ça va être de travailler sur l'origine et l'évolution du travail de l'eau.
puisque le moteur dynamique de l'eau va créer des processus dynamiques, qui va créer de l'érosion, qui va transporter des solides, qui va créer de la sédimentation, créer des débordements. Et tout ça, c'est la vie du cours d'eau, qui va permettre en fait la vie d'espèces aquatiques, végétales, tout ce système. Alors, ce système, ce n'est pas que de l'eau, hein. On va avoir de l'eau et des sédiments qui vont transiter jusqu'à la mer et qui va permettre de protéger la façade maritime et qui va permettre de protéger nos côtes avec du sable, des cailloux. Alors, le système hydromorphologique, ce n'est pas seulement un lit mineur, hein. Ce n'est pas le lit qu'on constate la plupart du temps. Ça va être donc un lit mineur, mais aussi de chaque côté un lit majeur, comme on le voit sur le document. Donc ça, c'est en largeur, et en hauteur aussi, en profondeur, on va avoir aussi une connexion avec la nappe alluviale. Donc, notre masse d'eau de surface va être connectée avec son lit majeur et avec sa nappe alluviale. On va aussi avoir des milieux annexes qui vont permettre d'enrichir cette zone-là pour aider cette zone-là à vivre. C'est des zones interconnectées qui vont permettre une biologie, qui vont permettre un fonctionnement et qui va permettre de rendre des services qu'on va voir rapidement après. Alors, pourquoi restaurer les rivières? On va voir, je vais pas, là c'est ce que j'ai listé, mais je ne vais pas tout vous expliquer, ça prendrait un peu trop de temps. Donc, c'est une solution pour se protéger des crues. C'est aussi une solution pour améliorer la qualité des eaux. C'est une solution aussi pour faire des économies sur les finances locales. C'est aussi une solution pour s'adapter au changement climatique et retrouver des îlots de fraîcheur. Ça permet d'avoir un environnement aussi favorable à la biodiversité et une amélioration des écosystèmes. Un potentiel aussi de développement économique, hein, et c'est aussi un lieu de partage entre riverains. Donc, au niveau des cours d'eau, en fait, le fait d'élargir et de redonner en fait son lit majeur à la rivière, le fait de reculer les digues va permettre en fait de ralentir les eaux, ça va permettre de dissiper les énergies et d'éviter l'effet toboggan que peut avoir un chenal, hein, que peut avoir le chenal, un chenal rectiligne. Donc c'est une façon aussi donc d'éviter que les accidents qu'on a pu avoir, les désagréments liés aux pollutions, et c'est une façon aussi peu coûteuse de lutter contre les crues et la vitesse des crues. Le deuxième point, c'est avoir une meilleure qualité d'eau en profitant en fait du service que peut rendre une rivière. Lorsque le lit d'une rivière est diversifié, on va avoir des zones lentes et des zones rapides qui va permettre un meilleur assainissement de l'eau. Et ça va permettre de pouvoir continuer l'épuration des eaux polluées, les eaux venant des stations d'épuration. Le processus naturel va permettre de continuer l'épuration. Voilà. J'ai des petits chiffres là, comme 91% des nitrates éliminés en plus si le cours d'eau est sinueux et non canalisé.
Donc, ça, au niveau des nitrates. Par exemple, un cours d'eau, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, avec un lit majeur en bon état, donc avec une bande, par exemple, de végétation de 10 à 20 mètres, absorbe plus de 80% des flux polluants. Donc, on a quand même des services qui sont très intéressants. Alors, il y a sur certains slides, je vais passer assez vite. Comment Lorsque la rivière prend de la vitesse, elle va inciser son lit. Dans le cas aussi où on va enlever des granulats, on va extraire en fait des cailloux de la rivière, elle va chercher à creuser et à retrouver des sédiments. Donc, on va se retrouver avec une rivière incisée très profonde qui va souvent déstabiliser des ponts, déstabiliser les berges. On va se retrouver avec une nappe qui va s'enfoncer, donc avec des captages d'irrigation qui vont devoir puiser plus profond. Donc, avoir une rivière restaurée permet en fait d'éviter toutes ces dépenses. Pour le changement climatique aussi, donc on a vu que, on pouvait créer des îlots de fraîcheur, on avait, alors les boisements créés et les zones tampons créées permettent de restituer en période de sécheresse, les eaux stockées naturellement. Voilà. Je repasse aussi rapidement puisque ça a déjà été un peu. Et puis en termes de biodiversité, évidemment, on se retrouve avec des zones qui vont pouvoir accueillir la biodiversité, faire le lien entre la trame bleue et la trame verte, avoir des circulations de faune, l'établissement d'étagements de flore et la création d'habitats favorables à un écosystème intéressant. Ici, vous avez l'île d'Herblay qui va devenir un sanctuaire. Je vais passer assez vite sur certaines slides. Donc, comment restaurer les rivières? En fait, c'est donner de l'espace à la rivière, donc c'est décorseter la rivière, enlever les confortements, car une rivière, va toujours rechercher un équilibre qui va pour rester en mouvement, pour charrier des sédiments, des cailloux, puisque comme au début, ce que je vous ai expliqué, c'est que c'est vraiment un système entre de l'eau et des sédiments. Donc une rivière va chercher à toujours garder un équilibre. Donc, donner de l'espace à la rivière, remettre en mouvement des cailloux dans le lit de la rivière, redonner une forme naturelle en reméandrant, et ne pas oublier les petits cours d'eau aussi qui sont très importants. On n'a pas parlé aussi de la solidarité amont-aval aussi, puisque la restauration d'un cours d'eau, on le voit à l'échelle d'un bassin versant. Donc ça nécessite de faire intervenir différentes structures sur le territoire, puisque souvent la rivière implique différentes collectivités locales. Donc voilà. Donc comment va pouvoir vous aider l'Agence de l'eau dans cette restauration? On va pouvoir vous apporter un soutien technique et un soutien financier. Dans le soutien technique, les chargés d'opération de l'Agence de l'eau vont pouvoir, dès le début de la démarche, pouvoir vous accompagner en
en vous aidant à trouver les bons interlocuteurs, à trouver les bons schémas directeurs pour vous aider dans votre démarche, vous mettre en contact avec aussi les gens de votre territoire. Alors, ça nécessite souvent de mettre différents acteurs en commun. Donc, on a des contrats qui s'appellent des contrats territoriaux eau et climat, qui permettent en fait d'établir une liste, de travailler en commun pour aboutir à un programme de travaux pour l'amélioration de votre territoire. Et dans le cadre de la restauration d'une rivière, c'est tout à fait le document, c'est pas le document, c'est le contrat et la façon de faire qui semble adapté. Donc, en termes de financement, donc l'Agence de l'eau consacre une grosse partie de son budget à la restauration des rivières, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau de l'état des lieux, il s'est avéré que c'était une priorité pour pouvoir aboutir à un bon état des masses d'eau et une amélioration sans avoir une dégradation de trop de masse d'eau. C'est vrai, on a décidé de mettre la priorité sur ces restaurations. Ensuite, l'Agence de l'eau aide les projets qui se font sur une échelle cohérente. C'est-à-dire, on commence par faire une étude globale en fait, de rivières ou de bassins versants pour voir quel est le scénario le plus adapté à votre territoire. Ensuite, on va privilégier aussi évidemment les projets multifonctionnels et les projets fondés sur la nature qui va permettre en fait d'avoir des projets gagnant-gagnant et de pouvoir traiter plusieurs sujets. Et puis, notre principal objectif aussi, c'est reconquérir la qualité de l'eau, reconquérir la biodiversité et l'amélioration des milieux. Et aussi donc de rétablir les connexions entre trames vertes et bleues, voilà, afin de pouvoir s'adapter au mieux au changement climatique que l'on voit s'adapter. Alors, que l'on voit arriver, je veux dire. Alors, sinon, donc là, on a des taux, comme je vous disais, assez intéressants puisque, en termes d'études et de travaux, on a des taux de 80% de subventions. Pour les acquisitions, donc pour pouvoir élargir comment trouver un espace au cheminement de la rivière et aussi pour la création de zones humides et de zones d'expansion des crues, on a un poste aussi acquisition de 80% qui est réalisé après une étude de stratégie foncière qui vous permet en fait de voir sur votre territoire quels sont les projets que vous voulez mettre en place et les acquisitions que vous voulez réaliser et de mettre en place un plan d'action. Donc voilà, donc après il y a différentes des aides à l'animation, des aides aussi à la communication. Donc voilà. Voilà Claire, j'ai terminé. Merci Christelle, merci beaucoup pour ce propos complémentaire au mien et à l'introduction qu'on en a fait. Je me suis pas appesantie sur vraiment les techniques spéciales parce que chaque territoire est différent. Et ce sont vraiment les études adaptées au territoire qui permettent de déterminer quelles seront les techniques adaptées au territoire en question. Oui, c'était un peu la difficulté de nos propos respectifs à toi et à moi de partager un petit peu de contenu, néanmoins qui désormais est quand même relativement connu et su de tous, en tout cas pour les participants qui, intéressés par le sujet, se sont connectés. Donc c'est vrai que voilà, je pense que, ce que je vous propose là tout de suite, c'est pour respecter le timing aussi et puis pour se mettre aussi dans une vague de concret et d'optimisme par rapport à ces constats qui sont toujours un petit peu lourds et pénibles, mais qui néanmoins, ont le mérite quand même d'être rappelés, de laisser la parole à des acteurs qui, eux, ont
comme vous, participants, j'imagine, ont été sensibles à ces préoccupations depuis plusieurs années, se sont retroussés les manches, ont bénéficié et se sont mobilisés pour être accompagnés techniquement, financièrement par l'Agence de l'eau notamment et puis d'autres. Et voilà, je voudrais laisser la part belle et la parole à nos retours d'expérience. Donc, Alice Duquesnoy de la communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire pour nous présenter les travaux en matière de renaturation qui ont pu être menés sur le territoire. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet conversation à Alice que je lui relayerai et qui se fera un plaisir de répondre. Le partage est fait, Alice. Je te laisse la parole immédiatement. Parfait, merci beaucoup, merci Claire. Bonjour à tous, donc je suis Alice Duquesnoy, je suis chargée de mission biodiversité au sein de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Du coup, je vais vous faire un petit rappel rapide du contexte du territoire et puis ensuite vous présenter deux projets qu'on porte qu'on a portés au sein de l'agglomération. Deux typologies de renaturation de cours d'eau, un pour les berges et un de la Marne et un plus petit, un cours d'eau, un rue, sur une des communes du territoire. Donc Marne-et-Gondoire, couvre 20 communes. Elle compte environ 108 000 habitants. Elle est située en grande partie au sein de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, donc entre, on va dire, Disneyland et Paris. Il y a une pression foncière importante. Mais le territoire conserve quand même plus de 50% d'espaces ouverts et des espaces naturels remarquables, notamment grâce à un outil qui est le PPE-ANP, donc un sigle un petit peu barbare, pour dire périmètre de protection des espaces agricoles naturels périurbains, qui permet donc de protéger, comme son nom l'indique, les espaces agricoles et naturels, et donc de conserver quand même un cadre de vie et des espaces ouverts et boisés au sein d'un territoire qui connaît une urbanisation importante. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus, mais je vous ai mis quelques logos. On a un SCOT sur le territoire et on est territoire engagé pour la nature, notamment. Alors, Marne-et-Gondoire est compétente porte diverses compétences, l'aménagement, l'habitat, le déplacement, l'environnement, et puis depuis 2018 aussi la GEMAPI. Donc je vous ai mis quelques exemples de projets qui sont portés par la direction de l'environnement de Marne-et-Gondoire sur le territoire. Donc je vous disais le PPANP. On travaille aussi sur des projets de restauration, enfin des études et des projets de restauration de trames écologiques, que ce soit la trame verte, bleue, jaune, mais aussi la trame noire. Des projets de réouverture de cours d'eau que je vais vous présenter juste après, de renaturation de berges. On a aussi un plan alimentaire territorial. On va porter une étude sur la renaturation des sols et puis on travaille aussi sur les questions d'énergie, de climat et de qualité de l'air. Dans le cadre de la compétence GEMAPI, on a aussi réalisé, je vous mets quelques petits exemples, réalisé un diagnostic de vulnérabilité du territoire face aux inondations et aussi un plan de gestion des cours d'eau, des rues du territoire, duquel a découlé des préconisations d'entretien et de travaux. Et notamment, c'est ce qui nous a permis d'identifier certains cours d'eau à renaturer, notamment le Bicheret, que je vais vous présenter juste après. Et on réalise aussi des études de caractérisation des zones humides ou des outils de communication, des documents et de sensibilisation, notamment du grand public, par exemple sur l'entretien des cours d'eau et qui portent la responsabilité des cours d'eau en domaine privé.
Bon, maintenant, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, Marne-et-Gondoire a porté la réhabilitation des berges de Marne depuis plusieurs années, depuis 2019, depuis 2009, pardon. Différents tronçons sur les communes du territoire ont été réhabilités et celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui qui se trouve à Lagny-sur-Marne, qui est une des communes au centre, ouais, au cœur du territoire. Du coup, ça s'inscrit dans la continuité des berges renaturées précédemment. Donc, on avait fait 3 km sur Pomponne, sur la commune de Pomponne, et 3,5 km sur les communes de Damar et Torigny. Et donc, en 2016, il me semble, Marne-et-Gondoire a lancé une mission de maîtrise d'œuvre pour un projet d'aménagement et de renaturation d'1 kilomètre de berge et des prairies humides qui sont associées en arrière-plan sur la commune de Lagny-sur-Marne. Voilà, donc c'est un milieu urbain qui connaît différents enjeux et problématiques. Et l'idée, c'était aussi de faire le lien avec les aménagements réalisés précédemment en les connectant avec le projet actuel. Alors, donc dès 2013 et même avant, il y a des constats qui sont faits, c'est que on a des berges qui sont fortement dégradées, liées aux crues et aux décrues et au bâtillage des bateaux qui naviguent sur la Marne, des affaissements de voirie également. Donc, il y avait aussi déjà un enjeu sécuritaire. Là, je vous ai mis des photos des berges, de l'état des berges avant les travaux. Donc, il y avait aussi beaucoup d'éléments minéraux. C'était des berges qui étaient fortement minéralisées et donc peu propices au développement de la biodiversité, avec des dalles de béton alvéolées qui étaient d'ailleurs effondrées par endroits, qui enserraient complètement les arbres présents sur le territoire, sur le linéaire. Donc, un enjeu également écologique pour apporter un peu plus de biodiversité sur ce linéaire d'1 kilomètre. Alors, attendez, hop. Pardon. Donc, les objectifs du projet, c'était de renaturer les berges en supprimant les éléments minéraux, recréer des habitats aquatiques et humides, et donc restaurer et renforcer la trame bleue sur le linéaire, stabiliser, consolider les berges sur le site et puis améliorer la qualité de vie et développer le potentiel de loisirs et touristiques sur ce secteur. Alors, les travaux se sont découpés en plusieurs tranches. La première tranche a porté donc a commencé en 2019 et a porté sur une des prairies humides en arrière-plan qui s'appelle donc le parc nature, qui était un parc urbain avec un cours d'eau quand même qui traversait ce parc, mais assez peu mis en valeur et assez la ripisylve était un peu dégradée, etc. Donc les travaux sur ce secteur-là ont consisté en un élargissement du lit de ce cours d'eau qui s'appelle le Bras Saint-Père. Il y avait une zone humide, elle a été agrandie aussi et puis valorisée. Avec notamment des éléments de sensibilisation et de promenade tout autour pour la mettre en valeur sans l'impacter. Un entretien de la ripisylve, des plantations et puis, comme je vous disais, un platelage bois pour traverser le site sans impacter les milieux humides. Donc voilà une petite photo de avant-après. Bon, c'est pas forcément évident à se rendre compte, mais on voit les plantations. On a également ajouté
des éléments servant de gîte à la biodiversité, des bûches, un cône de branchage, et puis à cela s'ajoutaient des panneaux de sensibilisation pour expliquer un petit peu tout ce qu'on pouvait voir sur le site, pourquoi on avait conservé des vieux arbres, pardon, pour les tireaux, etc. Les travaux se sont poursuivis ensuite avec l'autre prairie humide d'arrière-plan qui s'appelle donc le parc de la Ferme des Saules sur la période 2020-2021. Pareil, on a installé un platelage bois, travaillé sur la valorisation et le rétablissement de la fonctionnalité écologique du rue. Ainsi que des plantations, et puis après des travaux un peu plus urbains, entre guillemets, sur l'aménagement de la voirie, l'enfouissement des réseaux et puis la création de places de stationnement, mais perméables. Donc, j'ai pas mis de photo, mais c'est du pavé alvéolé et l'idée, c'était vraiment de conforter l'existant en l'améliorant par rapport à sa perméabilité et aux gestions des ruissellements. Parce que c'est en bord de Marne et c'est un secteur qui est aussi assez soumis aux inondations. Et enfin, le quai à proprement parler. Donc, sur tout le linéaire, il y a eu suppression des éléments artificiels, des berges, la création d'habitats aquatiques, bon, un entretien des sujets, des arbres vieillissants, malades, etc. Certains ne pouvaient pas être conservés pour des questions sécuritaires parce que malades, et d'autres aussi par rapport aux travaux, ils ne pouvaient pas être conservés, mais tous les abattages pouvant être évités ont été évités. Il y a eu la création d'une zone de haut fond, le confortement de la berge avec des enrochements en pied de berge, parce qu'on est quand même sur des secteurs assez contraints, donc on ne pouvait pas faire du 100% génie végétal à ces endroits-là. Ça a été fait sur les aménagements sur les autres communes Torigny-Damar, et ça le sera sur les aménagements à venir. Et puis la plantation d'élophytes et arbres-tiges, des saules, des aulnes principalement. Voilà, on a aussi installé, ou réhabilité des platelages et des petits pontons qui étaient déjà existants mais dégradés. Et notamment parce qu'il y a la base nautique de la commune de Lagny-sur-Marne qui était implantée et les éléments d'ancrage des bateaux étaient complètement vieillissants. Donc tous ces éléments ont été repris et puis améliorés. Donc quelques images avant, après travaux. Pour vous rappeler, remettre un petit peu dans le contexte du calendrier. Donc à partir de 2013, les premiers diagnostics sur l'état des berges ont été lancés. De 2014 à 2016, il y a eu la définition du programme, la mission de maîtrise d'œuvre, les diagnostics préalables, tout ce qui est diagnostic phytosanitaire, inventaire écologique, topo, géotechnique, etc. 2016, lancement de la maîtrise d'œuvre, et puis de 2016 à 2019, concertation, validation du projet et engagement des procédures réglementaires. Je vais y revenir tout de suite après. Pour un démarrage des travaux en 2019. Les travaux se poursuivent encore parce que, comme je vous disais, c'est en différentes tranches et il y a notamment la dernière tranche qui est dans le secteur plus urbain qui portera sur un square, donc un parc urbain, dans lequel il y a un cours d'eau qui est enterré et les travaux consisteront notamment en la remise à ciel ouvert de ce cours d'eau. Mais bon, là, je voulais vraiment me concentrer sur les berges. Donc voilà, un petit avant-après travaux. Et
rapidement, pour terminer sur ce projet, je vous ai mis un petit peu là ce qu'a représenté en termes financiers cette opération. Donc l'étude, la maîtrise d'œuvre et toutes les prestations annexes, c'est plus ou moins 390 000 € hors taxes, et des travaux à plus de 6 millions pour les 5 tranches. Avec des subventions, bien sûr, de l'agence de l'eau, une part importante, le conseil départemental, conseil régional et l'entente marne. Un taux de subvention atteignant 70%, donc un reste à charge pour Marne-et-Gondoire de 30%. Je vous parlais des études connexes. Et enfin, pour finir, bien sûr, on a été soumis à différentes procédures d'autorisation et un contexte réglementaire. On a sollicité la Direction régionale des affaires culturelles pour des recherches archéologiques préventives. Et on a été soumis à une procédure d'autorisation au titre de la loi sur l'eau. Un dossier de demande de dérogation espèces et habitats protégés et une étude d'impact. Tout ça a abouti à un arrêté préfectoral autorisant les travaux avec des mesures avant, pendant et après les travaux. Voilà pour les berges de Marne. J'enchaîne donc rapidement pour pas manger mon chrono sur le Bicheret, donc qui est donc un affluent, un cours d'eau affluent de la Marne. Il est situé sur la commune de Montévrain. Il a un linéaire d'un peu moins de 5 km. Et il est en contexte, il traverse des milieux urbains et agricoles, et il était busé sur ses 100 derniers mètres, juste avant sa confluence avec la Marne. C'est un cours d'eau qui avait été identifié comme support de la trame bleue à renforcer dans le SCOT de Marne-et-Gondoire, et aussi identifié comme tronçon prioritaire à restaurer d'un point de vue hydraulique et écologique dans le plan de gestion des cours d'eau dont je vous ai parlé au début de la présentation. Notamment parce que pendant les épisodes de crue, je vous ai mis quelques photos là, la route voisine était complètement inondée du fait d'un sous-dimensionnement de l'ouvrage de franchissement routier qui passait à cet endroit-là. Donc voilà un petit contexte. Vous voyez la partie en jaune, c'est le rue Buzet. On a l'ouvrage de franchissement routier du chemin, son exutoire en marbre et la parcelle mobilisable pour la réouverture du rue, qui était une parcelle départementale et une parcelle boisée, mais un boisement qui était constitué majoritairement de frênes, quasiment tous atteints par la calarose. Donc beaucoup d'abattage, mais d'un point de vue sécuritaire. Donc voilà. On a engagé une mission de maîtrise d'œuvre qui a commencé début 2020 et qui a abouti à des préconisations, enfin à un projet d'aménagement et de travaux. Donc la création d'un nouveau lit jusqu'à la confluence avec la Marne, la reprise de l'ouvrage de franchissement pour un dimensionnement pour une crue plus importante, l'aménagement de 2 annexes hydrauliques sur le secteur, étant donné que l'espace le permettait, et puis sécurisation du boisement et création de cheminement et installation d'une passerelle pour la continuité pédestre. Des images avant, après, enfin avant et pendant travaux. Voilà, et puis après, donc quelques mois après les travaux, ça s'est encore patiné, on va dire, parce que là, il y a les plantations, enfin les plantations n'avaient pas été encore faites et toutes les espèces n'avaient pas encore poussé et repris le dessus. Juste, voilà, pour vous faire un petit point pareil financier. Donc, le coût de l'opération au global, c'était 730 000 € environ, avec la maîtrise d'œuvre
environ à 60 000 € et un coût de travaux à 580 000 €. On a eu des subventions assez importantes de la région Île-de-France, de nouveau l'agence de l'eau Seine-Normandie et du département au titre des ENS, parce qu'on est, j'ai oublié de préciser, en espace naturel sensible et de sa politique de l'eau. Et ils nous ont aussi cédé les parcelles, enfin la parcelle boisée à 1 euro, à l'euro symbolique, de façon à ce que le foncier représente une enveloppe un peu moins importante. Voilà, donc de la même façon que pour les berges de Marne, il y a également des études qui ont été réalisées en amont de ce projet, un diagnostic phytosanitaire qui nous a permis d'identifier la calarose sur les frênes, un inventaire écologique, une pêche, des études géotechniques, des études de sol, etc. Et pour ce qui est du contexte réglementaire, on a bénéficié de la rubrique 3350 qui était une nouvelle rubrique à l'époque qui permettait d'être soumis uniquement à déclaration et pas à autorisation pour tous les projets de restauration de fonctionnalités naturelles et des milieux aquatiques. Cette rubrique a été enlevée puis remise au goût du jour, là, tout récemment. Voilà quelques photos de l'aménagement, avec notamment un moment où on a eu pas mal de pluie et donc une montée en charge assez importante du cours d'eau en haut à droite. Et voilà, c'est sur ces photos que je vous laisse. Merci Alice pour cette présentation. Je t'invite à couper ton partage d'écran et je propose à Eric Chanal, donc du syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit-Rhône. Voilà, tout se fait merveilleusement bien. Eric, je te cède la parole et on se retrouve après pour les questions. Bien, bonjour. Alors par contre, je ne vois pas, le partage est effectif là? C'est bon. C'est bon? D'accord, parce que moi j'ai pas le retour sur, Bien, bonjour, bonjour à tous. Donc Eric Chanal, je dirige le syndicat de rivière et d'assainissement du Croult et du Petit-Rhône dans le Val d'Oise. Donc, je vais faire aujourd'hui un petit retour d'expérience sur une vingtaine d'années de projets de restauration de rivières. Alors sur un terrain, on va le voir, un peu plus urbain. On passera beaucoup plus rapidement que précédemment sur les projets en tant que tels. Bien entendu, je reste à disposition pour plus de précision. En revanche, j'insisterai plutôt sur les points d'attention issus de cette expérience acquise sur la gestion de ce type de projet. Voilà, donc notre syndicat, donc dans le Val d'Oise, en limite de Seine-Saint-Denis, avec sur donc un territoire très maillé par quelques dizaines de kilomètres d'ailleurs à l'ouest du précédent périmètre. Et puis voilà, avec un territoire très, très urbain, avec des villes comme Sarcelles, Gonesse, Garges-les-Gonesse et en limite d'aéroports et d'autoroute A1 pour ceux qui connaissent ce nord de Paris. Un territoire qui historiquement a été très marqué par des inondations, avec des inondations très rapides. On n'est pas sur des phénomènes de type fluvial, hein. On est plutôt sur des phénomènes de ruissellement et de coulée de boue. Donc là, vous avez quelques exemples sur Sarcelles. Retenez la photo de droite de 1992, puisqu'on va y revenir dans un moment, avec tout le centre de Sarcelles village qui avait été sous des déluges d'eau pendant 2 jours, ce qui a conduit à avoir 1,50 m d'eau pendant 3 semaines dans le centre de Sarcelles sur la rivière réouverte. Alors nos rivières, alors j'ai volontairement fait une slide un petit peu caricaturale parce qu'on a quand même des choses un petit peu plus sympas, mais
Voilà un petit peu ce que ça représente, ce qu'est une masse d'eau fortement modifiée. On retrouve les cours d'eau incisés dont parlait Christelle Duval tout à l'heure, et puis des lits bétonnés, bien entendu, lorsqu'ils ne sont pas enterrés, puisqu'on fait partie des territoires où les rivières, depuis le 19e siècle, ont été successivement enterrées en accompagnement souvent de l'urbanisation. Donc, bien entendu, on a nous aussi sur cette masse d'eau des objectifs liés à la directive cadre européenne. Donc, on attend aussi des opérations en parallèle des politiques que l'on mène sur l'assainissement et la mise en conformité de l'assainissement. On attend bien entendu des effets, quand bien même ils sont voilà, compliqués à chiffrer et à évaluer si on raisonne projet par projet. Donc, 3 exemples de restauration que nous avons menés depuis là une dizaine d'années. Donc là, on revient à Sarcelles, la photo que je vous ai montrée. Donc là, on est sur le secteur qui a connu 1,50 m d'eau. Donc la rivière passait en 2013 sous ce chemin piétonnier. Et donc on a recréé sur 150 mètres un lit naturel. Donc là, l'enjeu, bien entendu, puisqu'on a un secteur on a un secteur enterré à l'amont et un secteur enterré à l'aval, c'est pas d'augmenter la capacité en tant que telle de la rivière, mais c'est au-delà des enjeux écologique, c'est de permettre à la rivière de s'engouffrer, de déborder, quand bien même on est en zone urbaine, de déborder temporairement si besoin, et de revenir le plus rapidement possible dans son lit. Donc là, on est plus sur des logiques de résilience, d'amélioration de la résilience en cas de grosses inondations. Je vous ai mis quelques éléments de chiffrage à la fois financier sur le financement de ces opérations-là. Ensuite, on passe sur le Croult, qui est le cours d'eau. Alors, le Petit Rhône, c'est le principal affluent du Croult. Donc là, on est sur le Croult au niveau de Gonesse, avec un projet qui est parti d'une dimension purement hydraulique, inondation, puisque la rivière passait en fond de parcelles de ce lotissement qui avait été construit dans les années 80 en bordure en rive droite de la rivière. Et c'est un lotissement qui, voilà, très régulièrement, quand je dis très régulièrement, c'est tous les ans ou tous les 2 ans, avait une partie qui était les pieds dans l'eau. Donc là, l'enjeu, vous voyez sur les photos de gauche, le lit bétonné tel qu'il existait initialement. Et donc, l'enjeu, ça a été de rabaisser, de créer un lit. Alors là, cette fois, on a travaillé sur 800 mètres de rivière, avec une zone d'expansion de crue de 12 hectares, qui permet de rabaisser la ligne d'eau dans la rivière et donc de permettre aux eaux d'évacuation des eaux pluviales du lotissement de pouvoir s'écouler sans être freinées par le niveau eau dans la rivière. Donc là, vous avez sur la photo en haut à droite, hein, vous n'avez que la moitié de la zone humide, c'est la partie aval. Et vous voyez que la topographie, j'allais dire même la bathymétrie, puisque là on est sur une partie qui est souvent en eau, a été faite vraiment dans une logique de recherche d'habitat pour retrouver un écosystème le plus riche possible. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc là, les 3 millions intègrent le foncier. J'ai vu qu'il y avait une question sur le foncier, sur les 3 millions d'euros. On est sur ce projet-là à 1 million d'euros. Les 2 tiers, les 3 quarts quasiment à l'amiable et un quart en procédure d'expropriation. Le dernier projet en date de réouverture de rivière est à Esanville. On revient sur le Petit Rhône, quelques kilomètres à l'amont du projet de Sarcelles. Donc là, vous avez, donc vous voyez, en zone également très urbaine. Là, vous avez un complexe sportif. Ici, toute une zone, le Petit Rhône coule par ici, et on a tout un système de bassins de rétention en
à la suite. Et donc l'idée, ça a été voilà, de réouvrir, là on est quasiment sur 200 mètres de rivière, avec les mêmes logiques, et ce qu'on va voir en particulier, tout le lien avec les usages, et le lien aussi avec les usagers, puisque c'est quand même sur ce type de projet, en zone urbaine en particulier, des sujets extrêmement complexes à mener. Donc, des éléments sur la méthode. Alors, ça n'a valeur de vérité que sur notre territoire, bien entendu, et sur les projets que l'on a menés, mais pour autant, voilà, on retrouve dans la conception de ce projet l'ensemble des enjeux qui ont déjà été évoqués par ailleurs, donc je vais y passer assez rapidement, simplement pour vous signaler les travaux en la matière de l'AST, dans le cadre du groupe sur les petites rivières urbaines, où justement toute cette dimension multifonctionnelle des projets de réouverture de rivières, enfin de réhabilitation de rivières en zone humaine a été largement déclinée. Donc je vous invite, dans la dernière page, vous aurez les liens, où vous allez sur le site de l'AST, vous retrouverez sans problème cet ouvrage-là. L'enjeu aujourd'hui sur des projets de restauration de milieux aquatiques sur ce territoire, c'est d'arriver à concilier les différentes échelles du projet. Évidemment, on est sur des logiques locales par rapport, lorsqu'on fait 200 mètres de rivière, on fait 200 mètres de rivière. Bon, sauf qu'on sait très bien que 200 mètres de rivière, c'est pas forcément ces 200 mètres-là qui vont révolutionner l'ensemble du territoire en matière d'écologie urbaine et d'espèces présentes. Pour autant, ces projets qui sont du coup en pas japonais, qui se retrouvent en pas japonais sur ce territoire, sont importants parce qu'ils sont nécessairement connectés à des projets communaux. On l'a dit également, en lien avec notamment les trames vertes qui sont montées dans le cadre des politiques municipales. Et puis, bien entendu, à l'échelle de notre territoire, on a aussi des connexions, toute une réflexion sur les corridors, à tel point d'ailleurs que la communauté d'agglo de Roissy Pays de France, qui couvre les 2/3 de notre territoire, est en train de porter une étude justement sur la déclinaison de la trame verte et bleue, avec une identification justement de ces corridors écologiques. Donc une étude extrêmement intéressante. Et puis bien entendu, on peut décliner ça aux échelles supérieures, avec notamment le SAGE qui est sur place, puisqu'on est en procédure de SAGE avec le département de Seine-Saint-Denis, et on est à porter, le projet de Gonesse est à quelques kilomètres simplement des parcs urbains de Seine-Saint-Denis, dont certains ont des caractéristiques de SNIEF. Voilà, donc ces transversales-là, j'allais dire, thématiques et géographiques, sont extrêmement importantes pour pouvoir aussi donner un sens autre que local, un peu plus de profondeur sur les projets que l'on mène, et puis donner la notion aussi de bassin versant, parce que la notion de bassin versant, elle existe certes pour le volet hydraulique, on l'a vu, mais elle existe aussi à des échelles sur d'autres thématiques. L'écologie en fait partie. Alors, politiquement, il existe quand même une nécessité d'avoir une vision et de donner une vision à l'ensemble des élus locaux. Donc, toute la démarche écologique a fait l'objet d'un schéma de gestion écologique qui, au-delà d'ailleurs, pour revenir un petit peu sur le foncier, au-delà du volet d'identification des potentialités de restauration de la rivière, a donné aussi la possibilité de travailler sur la question du foncier, d'identifier toutes les potentialités foncières d'acquisition
ou de travail avec les communes pour mettre en place des outils de réservation du foncier au travers de leur PLU. Puis ça nous a permis aussi au passage quand même de mettre en place une déclaration d'intérêt général au niveau exploitation de la rivière, parce que on a cette chance-là d'être exploitant également. On est maître d'ouvrage, maître d'œuvre et exploitant. Et pour autant, jusqu'à présent, voilà, on intervenait un petit peu au sens de l'intérêt général, mais sans cette régularisation juridique. Voilà. Un petit point, le lien que j'ai fait tout à l'heure sur l'assainissement, puisque le volet qualitatif est quand même sur notre territoire essentiellement lié au problème d'inversion de branchement en matière d'assainissement. Vous l'avez deviné dans mes propos, l'enjeu derrière, c'est bien entendu d'être capable d'évaluer l'efficacité des projets. Le projet ne se termine pas à la réception des ouvrages. La vie du projet commence même à ce moment-là. Et pour pouvoir à la fois répondre finalement des investissements qui ont été faits, que ce soit vis-à-vis des financeurs que sont l'Agence de l'eau, la région ou pour nous le département du Val d'Oise, ou vis-à-vis des contribuables locaux qui payent sur au travers de la taxe GEMAPI leur dû, on se doit en tant que collectivité porteuse de la GEMAPI d'être en mesure de justifier de l'efficacité de nos projets. Alors, quand je dis, oui, on est capable effectivement de monter ce type de projet-là qui combine, vous l'avez vu, des dimensions inondation avec des dimensions écologiques. Pour autant, ça reste des projets extrêmement complexes et c'est vrai qu'on a besoin de compétences. Et ces compétences-là, on en a acquis, nous, en interne au syndicat, des compétences en écologie, des compétences en hydromorphologie. Pour autant, on est toujours, on a toujours le souhait, et j'allais dire la nécessité d'avoir des partenaires. Et c'est vrai que sur le projet de Gonest, réalisé en 2019, on a un étroit partenariat avec l'Agence régionale de biodiversité d'Île-de-France, avec qui on effectue un suivi extrêmement précis de l'évolution du site, puisqu'on est parti de rien, c'était des zones agricoles avec un potentiel écologique assez bas. Et puis enfin, il y a toute la dimension en termes d'évaluation des usages, parce que c'est le dernier gros point de travail sur ce genre de projet-là. Au-delà des aspects techniques, il faut être capable de prendre en compte de la meilleure manière possible, et c'est pas toujours simple, les attentes, les craintes, les ressentis des usagers, des riverains qui n'ont pas forcément les mêmes attentes et les mêmes craintes. Et tout ça, c'est complexe, et ça nécessite de mettre ce que j'ai appelé une pédagogie de tous les instants, à la fois en amont. Et nous, on travaille aujourd'hui beaucoup sur ces sujets-là, et en particulier sur l'apport des sciences humaines et sociales dans ces problématiques de concertation. Alors, je parlerai volontairement pas d'acceptation, parce que le terme acceptation a une connotation un petit peu péjorative par rapport à ce qu'on recherche, nous, en tant que gestionnaire derrière, c'est-à-dire d'emmener les futurs usagers au moment de l'émergence du projet, voire même avant, de les emmener vers si ce n'est une cogestion, parce que c'est pas forcément toujours souhaitable, mais en tout cas une imprégnation par les futurs usagers de ce que sera le site une fois rendu à la population. Voilà, et on revient sur la boucle est bouclée, on revient sur cette nécessité de travailler sur la multifonctionnalité, qui va déboucher sur voilà, des sujets
de transversalité avec les communes, entre collectivités, autour de la gestion des déchets et autour des usages non souhaités. Je pense à tout ce qui est, j'ai mis quelques photos, les motocross, les quads, lorsqu'on est en zone un petit peu plus périurbaine, mais tout simplement parfois des attroupements qu'on attire et qui génèrent là encore des ressentis d'insécurité qui n'ont rien à voir avec le projet en tant que tel, mais qui sont à prendre en compte puisque c'est susceptible de renverser complètement l'image qu'avaient les usagers à la réception, au rendu de l'opération. Voilà ce que je voulais dire très rapidement. Je vous ai mis quelques liens à la fois de support du syndicat, également en lien avec l'ARB, et puis quelques documents à l'échelle du SAE de l'Île-de-France sur et de la France même au niveau de l'AST, que je vous invite de rejoindre parce qu'il y a des travaux extrêmement intéressants qui sont faits sur ces sujets-là et sur bien d'autres. Voilà, merci. Merci beaucoup, Eric, pour ta présentation. Je me permets d'enchaîner tout de suite en même temps que je parle. J'invite Christelle et Alice à allumer leur caméra pour se prêter au jeu des questions-réponses. Tu l'as déjà fait, Eric, et je t'en remercie puisque tu avais le bénéfice de suivre dans la conversation les questions. Donc, tu as déjà partiellement répondu, en tout cas pour ce qui concerne ton territoire, aux questions relatives au foncier et à ces préoccupations de nos participants. Alice, est-ce que tu pourrais nous apporter des éléments, même si tu l'as un petit peu évoqué en fin de présentation, par rapport à la propriété foncière, à la stratégie que peut avoir la collectivité que tu représentes dans ses acquisitions et dans la liberté finalement de la conception des projets sur la mobilité latérale de la renaturation des cours d'eau? Oui, oui, c'est vrai que j'ai pas abordé la question du foncier. Sur le projet des Berges de Marne, en fait, on passe d'abord par une présentation du projet aux riverains, etc., des propositions d'acquisition amiable d'une partie de ce qui n'est pas en fait en domaine public. Parce que sur cette partie du linéaire, sur cette berge, c'est une servitude de marchepied et donc plus restreinte que sur la berge d'en face où on a une servitude de halage qui est à 6 mètres, il me semble. Enfin, voilà, le foncier, c'est vraiment une question assez importante sur ce secteur-là et sur ce type de projet. Et si jamais les propositions d'acquisition amiable n'aboutissent pas, on passe sur une procédure plus contraignante pour le coup, mais de DUP, déclaration d'utilité publique, avec expropriation. Mais globalement, à titre d'exemple sur la partie d'en face d'Amar et Torigny, il n'y a eu que 3 expropriations parce que tout est passé par de l'amiable. Sur je ne sais plus combien de propriétaires, mais bon, ça représentait quand même une majorité en amiable. Merci. Et Christelle, du coup, sur cette question du foncier, éventuellement de l'acquisition, quels sont les outils de l'Agence de l'eau pour accompagner les porteurs de projets dans la réalisation? Donc, suite à la stratégie foncière qu'on aide à 80%, donc et déterminer une priorisation des différents projets que veut mettre en œuvre la collectivité. On demande aussi à ce que les projets soient inscrits dans les documents d'urbanisme aussi pour sauvegarder les terrains aussi, hein, et ensuite on apporte une aide donc à 80%. Mais alors on parle alors c'est généralement les propriétés communales sont rétrocédées au GEMAPien dans ce cadre-là. Et après, pour les propriétés privées, c'est des achats soit amiables, soit en expropriation. Mais après, il faut toujours favoriser la conciliation. Moi, tous les maîtres d'ouvrage avec lesquels je travaille évitent
d'aller jusqu'à l'expropriation. Il y a toujours un gros travail sur une conciliation. Et c'est vrai que souvent, il y a comment? Avant le projet, il y a beaucoup de réticences. Et lorsque le projet est réalisé, finalement, les gens sont contents. OK. Alors du coup, je ne suis pas la logique que je m'étais donnée pour, les questions, mais je fais un bond tout de suite dans le temps finalement sur la finalisation des projets. On était parti là sur l'acquisition foncière, comment on conçoit nos projets. On a des questions sur, la perception finalement. Éric, là aussi tu l'as un petit peu évoqué, par rapport à cette, pédagogie de tous les instants et cetera. Les participants se questionnent et notamment, sur la présentation d'Alice, sur la perception après travaux des opérations de renaturation des berges de la Marne, notamment. Est-ce que vous avez des retours par rapport à ça? Éric, si tu peux aussi compléter, si tu as des éléments, c'est avec plaisir. Alors oui, c'est vrai que c'est ce qui a été abordé. Au début, les riverains surtout sont assez frileux voilà, sur ce type de projet. On a plus, enfin je veux dire, on n'a pas eu beaucoup de retours très exprimés des aménagements, mais là, on continue en fait sur un nouveau projet de réhabilitation de berges sur la fin de Lagny-sur-Marne et sur Montévrain. Et la première réunion publique qu'on a pu organiser, on a eu des retours positifs. Les gens nous ont dit, c'est vrai que ce qui a été fait sur Lagny jusqu'à présent, c'est qualitatif, on a gagné en nature, etc. Donc, ils ne s'expriment pas directement envers nous, mais quand on les questionne, ils sont contents du projet. J'ai envie de dire, c'est un bon signal quand, personne s'exprime puisqu'en général, Oui. les gens s'expriment souvent pour, manifester leur désaccord et leur désagrément par rapport à un projet, donc qui ne dit mot consent, donc effectivement. Éric? Oui, alors, moi, je ferai la distinction pour ce qui nous concerne entre les zones naturelles, type ce qui va être un futur ONS d'ailleurs du Croult, où sur 12 hectares, la perception des usagers, j'entends, est assez simple et assez cohérente avec le projet espace naturel. En zone urbaine, en centre urbain, je suis beaucoup plus, j'y suis beaucoup plus réservé sur la diversité des acceptations, enfin des avis, parce que vous allez avoir enfin nous en tout cas c'est ce qu'on observe très régulièrement et c'est ce qui explique un petit peu aujourd'hui notre attention sur tout ce qui est SHS. On a une part de la population qui trouve ça beau à la réception. On l'a encore vécu cet été sur le projet des Anvilles que j'ai montré. À la réception, forcément les herbes sont basses, hein, tout n'a pas encore poussé et donc ça fait très propre et voilà, les gens, on a fait un micro-trottoir, hein, les gens trouvent ça super et ça n'a pas manqué, hein. On a eu une de ces personnes qui nous a dit: «Oui, mais quand même, je m'inquiète de ce que ça va donner l'année prochaine quand les herbes auront poussé». Voilà. Donc nous, on a vraiment un sujet sur la hauteur, la hauteur la hauteur des herbes, la hauteur des végétaux sur les berges, la perception visuelle que les gens ont vis-à-vis de la rivière réhabilitée ou réouverte. Parce qu'il y a des enjeux, voilà, il y a des enjeux qui sont pas forcément, qui vont pas forcément dans le même sens entre des problématiques écologiques, environnementales, où on essaye de rechercher certaines hauteurs de tiges pour certaines volontés, et puis cette perception et qui peut assez rapidement tourner à le site, il est pas beau, il est pas géré. Qu'est-ce que fait la commune? Qu'est-ce que fait le SIA? Et on se retrouve avec un travail en phase d'exploitation qui est pas négligeable,
Et c'est pour ça aussi que j'insiste sur cette phase d'exploitation et sur tout le volet communication, parce que derrière, nous, notamment sur les projets en zone urbaine, encore une fois, on a des effets encore, alors qui, je ne sais pas s'ils sont générationnels ou quoi, mais qui sont encore, beaucoup trouvent que voilà, une rivière, une belle rivière, c'est une rivière avec des berges en green de golf, quoi. Donc il y a toute une dimension de réacculturation de la population qui a bien souvent oublié depuis des décennies ce qu'était une rivière, hein, parce que nous, sur nos territoires, à Sarcelles, Gonesse, plein de gens ont oublié ce que c'était qu'une vraie rivière. Oui, c'est ça, c'est ce que m'inspire, ton propos. C'est pas tant, la nature des travaux qui fait débat, mais finalement, c'est, la réouverture et la remise, sous le nez finalement des riverains, d'un habitat naturel, qui suscite des questions, notamment vis-à-vis de la gestion finalement, puisque la réouverture de ce milieu, implique derrière de la gestion et ce qui questionne plus, c'est pas tant la réalisation des travaux, mais la manière dont ça va être, géré derrière. Typiquement, je vois la question des moustiques. On a 2 questions, hein, en début de projet. On a, quand on réouvre en zone urbaine, on a: ça va nous inonder et il va y avoir des moustiques. Voilà, les 2 questions, clés, qui arrivent en premier. Donc oui, les moustiques, c'est un sujet qui se traite par l'écologie, qui se traite par la trame noire. Donc quand je disais tout à l'heure, j'évoquais la transversalité des thèmes à traiter en collaboration avec les communes. C'est parce que certaines nuisances potentielles proviennent aussi de la bonne articulation entre les différentes politiques qu'on va pouvoir mettre en place sur de tels projets. Madame Deschamps, vous vouliez intervenir? Non? Non, non, mais effectivement, en tant qu'élu, J'abondais, voilà, vous êtes concernée, vous les moustiques. En matière de gestion, que ce soit côté Eric ou côté, Alice, c'est une question qu'on a souvent. Comment vous envisagez aujourd'hui et quelle est la stratégie en termes de choix des essences et de la végétation dans vos projets de renaturation, restauration, de manière générale et puis peut-être aussi, au regard de l'adaptation au changement climatique? Est-ce que ce sont déjà des considérations que vous avez anticipées? Oui, bah, je peux commencer. Oui, alors, sur la gestion, bien sûr, surtout qu'on le fait en concertation aussi avec la commune parce que c'est soit à Marne-et-Gondoire ou via les prestataires qu'on peut avoir, soit la commune qui sera chargée de la gestion après. Donc, ça, c'est des questions qui sont intégrées dès le début. Et sur le choix des essences, alors déjà, on choisit des essences locales. Et aussi, je parlais tout à l'heure du frêne qui était atteint par la calarose. Du coup, dans les plantations réalisées après, on prend en compte toutes ces questions-là, les potentielles maladies qu'on peut avoir et par rapport à la pérennité des projets. Et on évite les essences qui, à terme, sont condamnées enfin voilà. Eric, sur cette question des essences, de la végétalisation? Alors, je rejoins Alice sur le fond. Alors nous, ce qu'on observe quand même, c'est que quand on repart de zéro, quand on crée une zone humide, la nature, elle reprend très, très vite ses droits. Et quand bien même vous avez, planté, enfin semé, des espèces, effectivement, dans les esprits qui ont été évoqués, mine de rien, très rapidement, vous avez, la nature, elle revient et elle reprend le pouvoir. Et nous, sur certains tronçons, je pense notamment à Sarcelles, on a un retour, massif des orties. Hem, et alors je fais le lien parce que les orties en tant que telles, on peut y trouver un intérêt écologique, mais dans l'image, dans le ressenti, je parle encore de ressenti parce que mine de rien, on y revient toujours. Quand vous avez des tapis d'ortie, alors non seulement votre rivière, c'est pas un green de golf, mais en plus vous avez des tapis d'ortie, des tapis d'ortie. Donc vous imaginez l'image que ça peut, que ça tend à générer
chez une certaine potentiellement. Donc c'est une attention particulière de voir sur Gonesse, on a l'apparition de la Jussie, voilà, donc des espèces invasives qui qui s'invitent au fil du temps et somme toute potentiellement assez rapidement. Donc derrière, ça demande aussi, et je le dis et je le répète, quitte à être un peu lourd, il y a les moyens en exploitation, que ce soit en suivi ou en exploitation, sont indispensables. Sont indispensables et les financements qu'on peut avoir, notamment par l'agence sur les suivis, alors pas sur du fonctionnement, mais sur certains suivis ou dans le cadre d'ENS aussi, on peut avoir des subventions des départements sur certaines opérations de suivi et écologique. C'est vraiment indispensable pour alors c'est adapté au cas par cas, bien entendu, mais c'est indispensable pour faire vivre le site, parce que sinon, très rapidement, ça peut dégénérer. Et autant des projets comme ceux que j'ai présentés peuvent être des vitrines qui, derrière, légitiment une politique de restauration de rivières à l'échelle du bassin versant. C'est ce qu'on a vécu aujourd'hui, on n'a plus aucune réticence politique à monter des projets de ce point de vue-là. Autant ces projets-là, si on arrête le travail à la réception, ça peut rapidement partir en vrille derrière et être contre-productif à l'échelle d'une politique d'un GEMAPien, d'un établissement GEMAPien. Est-ce que je peux prendre Je t'en la prie. parole? Oui, l'agence de l'eau, oui, on demande à ce que le GEMAPien, le maître d'ouvrage, mette en place dès l'élaboration des travaux, du projet, une gestion en fait du site après. Il faut déjà que ça soit pensé. Ouais, c'est ça. Généralement, c'est une gestion différenciée, à court terme, moyen et long terme. Ok. Christelle, tant que tu as la parole, on avait une question qui a été posée en début de webinaire. Tu l'as évoqué au vu de votre position sur le bassin hydrographique Seine-Normandie. Je pense que tu es la plus à même à y répondre, mais si les autres ont des pistes, c'est bien volontiers qu'on vous écoutera. Sur le fait d'agir sur des milieux, sur des sites, sur plusieurs sites, sur le maximum de linéaires qu'on va pouvoir restaurer, renaturer. Est-ce que les effets attendus, donc tu évoquais le levier de l'hydromorphologie qui était quand même le levier identifié comme étant le majeur pour la reconquête et du bon état écologique. Est-ce que ça peut passer seulement par ce type de travaux et d'actions ou est-ce que les pratiques agricoles actuelles ne limiteront pas et ne seront pas un facteur limitant quant à l'atteinte de ce bon état écologique. La question qui nous a été posée clairement, c'est est-ce que ça va avoir des effets d'intervenir par petits bouts ou est-ce qu'il faut engager des modifications profondes sur les pratiques agricoles? Je m'engagerai pas sur ce sujet-là, mais un projet, il se traite globalement. C'est-à-dire qu'on va travailler en concertation avec tous les acteurs du terrain et on va travailler sur, on va lister les usages, on va lister les enjeux et à partir de ça, on va prendre des décisions. Face à ça, on va mettre des solutions et les politiques devront prendre des décisions en fonction des résultats attendus. Donc voilà. Oui, Eric, j'ai vu que tu avais réagi. Est-ce que tu veux intervenir? Sinon, j'ai des petits éléments complémentaires. Non. Oui, ce que je proposerais du coup en réponse, c'est de se dire que même à l'échelle d'un site qu'on va renaturer sur 100, 200, 300 mètres linéaires, finalement, c'est aussi un sous-bassin sur lequel on va regarder l'intégralité des usages. Et en dehors de seulement le fait de réaliser des travaux structurants sur la morphologie, on va travailler aussi sur les usages qui contribuent à ce sous-bassin versant. Et donc, au cumulé, peut-être que les petits bouts de travaux et de sous-bassins versants qui seront réalisés et sensibilisés et sur lesquels on pourra faire évoluer les pratiques, ça engendrera peut-être une modification plus profonde des usages sur les terrains.
Je suis tout à fait d'accord et on travaille aussi dans ce thème-là sur le bassin versant, sur les comment les le ruissellement, puisque un bassin les ruissellements arrivent à la rivière, donc les pollutions, et dans ce cadre-là, on va lutter, contre toutes les pollutions qui peuvent arriver au milieu, et donc c'est vraiment un travail global sur le bassin versant. Je suis tout à fait d'accord. Ok. Je vois, Eric, que tu réponds en direct aux questions et je t'en remercie parce qu'on va être un petit peu pris par le temps pour la suite. Je vois également qu'il y a déjà des participants qui doivent nous quitter. Je sais aussi que notre présidente qui nous a accompagnés sur l'intégralité de la durée du webinaire, et je l'en remercie, a des contraintes horaires. Sophie Deschiens, si vous voulez nous dire un petit mot de conclusion pour nous quitter. Je vous écoute. Oui, pardon. Alors, je n'ai pas été aussi assidue que j'aurais souhaité l'être, mais je souhaite bien sûr remercier nos intervenants. Comme à chaque webinaire, je partage pleinement les retours de terrain, hein. Tout à l'heure, je réagissais sur les inquiétudes des Sarcellois quand, un, nous allons être inondés, et deux, les moustiques. Oui, dès qu'on essaye de mettre un peu d'eau sur nos territoires, voilà, ça revient, effectivement, c'est systématique. Donc, vous n'êtes pas seul, cher monsieur. Voilà. Je voulais aussi relever l'accompagnement qui est très important pour tout. Alors, j'ai plus une casquette évidemment d'élu également, enfin également d'élu local. L'accompagnement de l'agence de l'eau, il est très très important. Il est important que nos communes n'hésitent pas à solliciter l'agence de l'eau. Alors, je sais que parfois c'est difficile et c'est la raison pour laquelle, à la fois avec Île-de-France Nature et donc l'agence régionale pour la biodiversité, notamment dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt pour lancer, il y a 1 an maintenant, pour renaturer nos villes. Nous avons derrière un comité des financeurs dans lequel, évidemment, l'agence de l'eau a toute sa place, enfin siège. Et nous, ça nous permet d'accompagner nos communes. Certes, Île-de-France Nature, on apporte un financement, mais également, nous amenons les dossiers pour que, par exemple, l'agence de l'eau puisse également soutenir financièrement. Et j'en profite en avant-première, si je puis dire, même si, bon, à la RB, vous le savez, enfin, j'espère que c'est arrivé jusqu'à vous. Notre AMI a été un grand succès. L'instruction des dossiers la dernière phase arrive, voilà, touche à sa fin. Et nous avons d'ores et déjà décidé de lancer un deuxième appel à manifestation d'intérêt. Ce sera officiel début décembre. Voilà. Donc ça, c'est pour nos communes, pour celles qui, dans nos territoires, hein, tous ceux qui n'avaient pas pu se manifester lors de ce premier AMI, eh bien, le deuxième, voilà, c'est parti. Il est dans les tuyaux. Nous sommes toujours donc ramener la nature en ville, lutter contre les lots de chaleur, ramener lorsque l'on peut les projets de l'eau, hein, réouvrir, enfin tout ce qui a été exposé ce matin. Voilà, nous continuons parce que nous sommes avec la présidente de la région intimement convaincus
que cela participe à la lutte contre les effets particulièrement négatifs du changement climatique. Voilà, il me reste à tous vous remercier. Remercier Claire qui a magnifiquement piloté ce matin. Vous voulez nous faire un dernier petit communiqué, peut-être? Juste un dernier, le teasing pour notre prochain et dernier Ah bah rendez-vous de oui. ce cycle de webinaires. On vous donne donc la date du 12 décembre sur le même créneau horaire pour la thématique de la nature en ville, donc tout à fait en lien avec, votre propos, avec spécifiquement le cas des cimetières, une opportunité pour les territoires de ramener du vert, de la nature en ville en tant que support de biodiversité. Donc le 12 décembre. Et puis voilà, moi je tiens aussi à remercier tous nos intervenants pour la qualité de leurs propos et les participants pour les échanges et la richesse aussi des contacts qui, je crois le voir, seront pris à l'avenir entre les uns et les autres. Je vous remercie pour cette matinée et je vous salue. Le replay bientôt disponible ainsi que les supports de présentation. Et je me permets juste de corriger, Claire, c'est le 19 décembre, le prochain. Ah oui, Jonathan l'a mis dans le chat, effectivement. Le 19 décembre. Merci. Ah oui, mais alors, attends, c'est pendant un... Merci à tous. On vous quitte et un bon appétit. Bon appétit, au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci.